On nous intéresse. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Il est 8h11, merci d'être avec nous ce matin. Nous accueillons Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie et des finances. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. On va parler économie, les résultats du chômage, emploi, souveraineté dans un instant, dossier aussi des retraites. Mais depuis hier, il y a des informations qui circulent sur la vie privée de Benjamin Griveaux, sur une vidéo à caractère sexuel. Est-ce que vous attendez vous-même des explications ? Est-ce que vous avez d'ailleurs aussi des informations ? Je n'ai aucune information, aucune confirmation, donc aucun commentaire particulier à faire. Benjamin Griveaux, je crois, s'exprimera dans quelques minutes. Donc attendons que Benjamin Griveaux s'explique. Ouais, en tout cas, c'est un petit séisme politique pour l'instant déjà, non ? Attendons une fois encore la confirmation des informations et ce que Benjamin Griveaux souhaitera dire d'ici quelques instants. Oui. Le dossier des retraites, Bruno Le Maire, on est à 3 jours de la présentation à l'Assemblée. On ne connaît pas encore très précisément l'impact financier. Vous avez eu des rencontres hier soir avec des députés de La République En Marche qui travaillent sur cet impact financier. Est-ce que vous-même vous êtes rassurés ? Est-ce que vous les avez aussi rassurés sur cet impact financier ? Parce qu'on a du mal à y voir clair. Ce que nous avons surtout décidé avec Laurent Saint-Martin hier, le rapporteur général du budget, c'est de regarder dans le détail quel sera l'impact financier après 2027. Il y a une première étape, c'est jusqu'en 2027, comment est-ce qu'on trouve 12 milliards d'euros pour parvenir à l'équilibre. Ça, c'est le rôle de la commission de financement qui se réunit, qui va rendre des conclusions en avril. Et j'espère que nous arriverons à un compromis dans ce cadre-là, avec les organisations syndicales, avec le Premier ministre, sur les modalités de financement de ces 12 milliards d'euros pour qu'on parte avec une réforme à l'équilibre. Ensuite, il y a la réforme en régime de croisière. Combien est-ce qu'elle va coûter ? Ça, c'est ce sur quoi nous allons travailler avec Laurent Saint-Martin, avec le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Mais ça dépendra beaucoup des choix qui seront faits par les parlementaires. Quels choix seront faits, par exemple, sur les carrières longues, sur un certain nombre de compensations ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer dans le cours du débat parlementaire ? Donc il faut attendre d'avoir les résultats du débat parlementaire, avoir tous les détails de la réforme des retraites pour mesurer le financement en régime de croisière. Et puis il y a une troisième chose, c'est un certain nombre de décisions qui ont été prises, par exemple la revalorisation du salaire des enseignants, sur lesquels il faut attendre les discussions entre Jean-Michel Blanquer et les syndicats enseignants. Là, c'est des dépenses qui sont immédiates, qui seront inscrites dans le budget pour 2021, qui se chiffrent en centaines de millions, c'est pas des milliards d'euros, mais il faut quand même trouver ces centaines de millions. Et pour les professions libérales également, il y a des impacts avec la réforme aussi qui touche les professions libérales. Il y a tout beaucoup de choses en cascade. Tout cela va être mesuré, mais il faut prendre son temps. Une fois encore, il n'y a pas d'urgence à partir du moment où, pour 2027, c'est 12 milliards d'euros à trouver. Ouais. Et là, il faut que la conférence de financement fasse des propositions. Et une fois encore, j'espère vraiment que nous parviendrons à un compromis dans le cadre de cette conférence de financement. Et après, il y a le régime de croisière au-delà de 2027. Pour moi, la vraie urgence, c'est surtout comment est-ce que nous allons financer les revalorisations de certains traitements, par exemple les enseignants, parce que là, c'est un impact budgétaire immédiat pour le budget 2021 qui doit être discuté à l'octobre prochain. Oui, voilà. Et alors ensuite, il y a cette présentation la semaine prochaine. S'il y a de nouveau beaucoup d'amendements, est-ce qu'il faudra, entre guillemets, passer en force et utiliser le 49.3, Bruno Le Maire ? Moi, je souhaite que le débat parlementaire aille jusqu'au bout. Et que ça se passe dans un cadre. Jusqu'au bout, c'est quoi ? Dans un cadre classique, parce que dans le fond, qui veut le 49.3 ? Mais c'est les opposants qui sont en train d'essayer de vous pousser parce qu'ils veulent pas de débat. Enfin, la France insoumise, tous ceux qui bloquent, tous ceux qui déposent à chaque fois des amendements d'annulation à chaque article, ils ne veulent pas le débat. Ils refusent le débat, ils font obstacle au débat. Et vraiment, ils sont antidémocratiques alors ? Je trouve qu'ils font du tort à la démocratie. Ouais. Parce que la démocratie, c'est le débat, c'est le dialogue. D'abord entre citoyens. Vous rétorquent ensuite, que vous ne les écoutez pas, que vous ne les entendez pas. Mais on ne peut pas écouter à partir du moment où la seule proposition que fait la France insoumise, c'est de dire je bloque le texte, je refuse le texte et je veux le retrait du texte. Moi, j'aimerais que chaque Français comprenne que ce que bloque actuellement la France insoumise, ce que bloquent les opposants qui multiplient les amendements de blocage, c'est la retraite à 1 000 euros net lorsque vous avez une retraite à taux plein pour tous les Français. Ouais. Ce qu'ils bloquent, c'est pour les carrières pleines. Ce qu'ils bloquent, c'est la revalorisation de 5% quand vous avez un enfant. Ce qu'ils bloquent, c'est le décompte de votre pension de retraite dès la première heure travaillée, alors qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ce qu'ils bloquent, c'est une réforme de justice. Et ils ne font aucune proposition alternative pour consolider notre système de retraite par répartition. Donc je pense que c'est un comportement qui est contraire au principe de la démocratie, qui nuit à la démocratie et qui empêche les Français
d'avoir une réforme des retraites qui soit solide et juste comme ce que nous proposons. Alors, est-ce que justement cette baisse du chômage aussi d'hier est solide ? Vous avez utilisé ce terme à l'instant, parce que certains détracteurs vous attaquent en disant que c'est un contexte mondial, que c'est le produit aussi de certaines radiations, de la réforme et de l'assurance chômage, et puis qu'il y a beaucoup de petits jobs. On a entendu tout à l'heure quelqu'un de Deliveroo qui disait « Oui, je me suis installé, je me suis mis à mon compte, et aujourd'hui, je me trouve un petit peu coincé, pris. » C'est une forme d'ubérisation. Qu'est-ce que vous répondez à ça, à ces critiques ? Sur ce dernier point, non. Au contraire, il y a une augmentation très forte des emplois en CDI, en contrat à durée indéterminée. Donc il y a une amélioration de la qualité du travail. C'est pas nous qui le disons, c'est l'INSEE, c'est-à-dire un organisme qui est totalement indépendant. Mais je vais vous dire, ça fait partie du jeu politique. Si le chômage avait augmenté, ça aurait été la responsabilité de la politique économique du gouvernement. Ouais. Si le chômage baisse, c'est le contexte international et ça n'a rien à voir avec la politique économique du gouvernement. Les chiffres, donc, on peut le jeu. Non, mais on peut faire le jeu des choses aussi différentes aussi aux chiffres. C'est le jeu. L'interprétation. Je l'accepte. Ouais. Moi, je veux dire des choses très simples. Ouais. Ces chiffres, ce sont ceux de l'INSEE, d'un organisme indépendant sur lequel personne n'a de prise. C'est pas les chiffres de Pôle Emploi, c'est pas les chiffres d'un organisme qui dépend du gouvernement. Ouais. Ce sont les chiffres de l'Institut national des statistiques, dans lequel tout le monde peut avoir confiance. La deuxième chose que je tiens à dire, Pôle Emploi. La deuxième chose que je tiens à dire, c'est qu'effectivement, il reste beaucoup de choses à faire. Évidemment que, par exemple, pour les personnes de plus de 50 ans qui cherchent un emploi, ça reste extraordinairement difficile et il faut se battre pour faire une place aux seniors dans la vie active. Évidemment que sur les jeunes, la situation n'est pas satisfaisante. Évidemment, et là je le dis en me déplaçant régulièrement en France, je vois bien qu'il y a des départements où on est quasiment en plein emploi. Vous avez 26 départements ou 24 dans lesquels le taux de chômage est à 7% ou en dessous de 7%. Puis vous avez d'autres départements où ça reste très difficile, où le taux de chômage reste au-dessus de 10%. Donc ça veut dire qu'il faut que cette baisse du chômage touche tous les Français, quel que soit leur âge, quelle que soit leur qualification, et touche tous les territoires. C'est ça le défi que nous avons à relever avec Muriel Pénicaud dans les mois qui viennent. Et je veux redire à quel point ces chiffres, ils montrent une chose simple. Notre politique économique marche. Elle est la bonne. La politique de l'offre, la politique de la qualification, la politique du développement de l'apprentissage, avec 490 000 jeunes qui étaient en apprentissage en 2019. La politique qui consiste à baisser les impôts sur le capital pour que les entreprises puissent investir, innover et réindustrialiser la France, ça marche puisque pour la première fois depuis 12 ans, nous créons des emplois industriels. Il ne faut pas en laisser certains sur le côté du chemin. C'est ce que vous dites. Et ça, tout vous le monde n'oubliez pas, puisse bénéficier de cette baisse du chômage. Et j'insiste vraiment sur l'idée de l'unité territoriale. Parce que je pense que c'est un des risques pour la France, c'est d'avoir des territoires qui réussissent très bien, qui ont les universités, les emplois, les industries, et puis d'autres qui se retrouvent à la ramasse. Mais c'est vers cela qu'il faut se tendre. Qui n'ont pas de main-d'œuvre, comme dans le Cantal. Et c'est à eux qu'il faut offrir des solutions. Ça fait partie des défis à relever dans les mois qui viennent. Oui, c'est ça. Ou comme des départements qui n'arrivent pas à trouver, à recruter. Des départements qui perdent tout simplement des personnes. Je pense par exemple aux Ardennes, où chaque année, vous avez des personnes qui quittent le département parce qu'ils se disent on trouvera de l'employeur. Alors que les Ardennes, c'est un département magnifique, qui a une belle tradition industrielle, qui a des villes qui sont remarquablement dynamiques. Regardons comment est-ce qu'on peut faire pour que ces départements trouvent de l'emploi et de l'activité. Et en Occitanie, par exemple, aussi, qui est fortement touchée, pas toujours par le chômage. Emmanuel Macron a voulu amorcer hier un tournant vert pour le quinquennat. Est-ce que l'écologie, Bruno Le Maire, est compatible avec l'industrie et l'emploi ? Parce que pour certains, il faut moins consommer, moins dépenser et moins se déplacer. Elle doit être compatible. Et mais c'est tout le défi, non ? Le défi que nous avons à relever, c'est comment est-ce que l'on conjugue prospérité et respect de l'environnement. Moi, je crois que personne n'a envie, chez les auditeurs qui nous écoutent, d'avoir un système de soins qui soit dégradé, d'avoir des soins de moins bonne qualité, d'avoir une vie quotidienne qui soit moins facile, de ne plus pouvoir se déplacer parce qu'on aurait supprimé toute forme de transport. Non, les gens, légitimement, ils veulent que leur vie s'améliore, ils veulent avoir une vie plus prospère et surtout que leurs enfants aient une meilleure vie. Mais dans le même temps, on doit conjuguer ça avec le respect de l'environnement, le respect de la planète, la lutte contre le réchauffement climatique. C'est tout le défi que nous avons à relever. Oui, mais et comment faire ? Ça passe justement pour l'industrie notamment. Pour l'industrie, ça passe justement par des innovations, par de l'investissement et par de nouvelles technologies. C'est mieux d'avoir une voiture électrique. Je ne dis pas que la voiture électrique est parfaitement propre, qu'il n'y a pas des problèmes avec les batteries. Je dis simplement qu'en termes d'émissions de CO2, une voiture électrique est aujourd'hui préférable à une voiture thermique. Donc on investit massivement pour avoir nos propres usines de production de batteries électriques. C'est ce que nous avons inauguré avec le président de la République il y a quelques semaines à Nersac, en Nouvelle-Aquitaine. On va ouvrir une usine de batteries électriques dans le nord de la France d'ici 2 ans et on va créer une filière de batteries électriques
pour les véhicules. Et on va conjuguer donc mobilité, développement et respect de l'environnement. Oui, parce que parmi les actions concrètes, il y a la rénovation justement des logements. La rénovation des logements, bien entendu. Il y a 30 millions de logements. Mais oui, mais est-ce que vous allez mettre sur la table des aides ? Il y a 30 millions de logements à rénover. Sur l'aide à la rénovation, nous dépensons déjà des sommes qui sont très importantes. Et je pense que ce sont des sommes qui sont extraordinairement bien employées que de dire aux Français, vous rénovez votre logement et vous avez un avantage fiscal. On va développer l'hydrogène, parce que je pense que l'hydrogène est une des possibilités, notamment pour le transport collectif, demain, un peu plus tard, pour le transport aéronautique, qui va nous permettre de conjuguer déplacement, prospérité et respect de l'environnement. Donc il y a plein de solutions, et nous, le défi que nous voulons relever avec le président de la République, dans le cadre du pacte productif dont il va présenter les grandes orientations en avril, c'est de dire aux Français, nous serons la première économie décarbonée en Europe. La première économie qui va conjuguer croissance et respect de l'environnement. Oui, et Bruno Le Maire, en attendant, il y a aussi des emplois qu'il faut garder, éventuellement, c'est le cas dans l'industrie. Il y a actuellement l'usine Photonis, qui est basée du côté de Brive-la-Gaillarde. Voilà, c'est ça, à Brive-la-Gaillarde, et qui est menacée de rachat par les Américains. Est-ce que vous pouvez la sauver ou pas ? D'abord, c'est une très belle entreprise. Elle fait, pour que nos auditeurs soient bien au courant, des instruments pour des lunettes de vision photodétection. Donc, voilà, de photodétection pour la vision nocturne. C'est une technologie qui est très avancée, une technologie de pointe. Aujourd'hui, ça appartient à un fonds, Ardian, qui veut céder cette entreprise. Donc nous allons regarder toutes les options industrielles. Ce qui compte pour moi, c'est que Photonis soit intégré dans une chaîne de valeur industrielle qui valorise cette technologie et qui permette à l'entreprise de se développer. Aucune décision n'a encore été prise. Moi, je lis la presse, on me dit on va céder Photonis à une entreprise américaine. Je dis aucune décision n'a encore été prise. Nous regardons toutes les options pour intégrer Photonis dans une chaîne de valeur industrielle qui permette le développement de l'emploi et la protection de cette technologie. Et nous serons très attentifs au respect de nos intérêts de souveraineté. On l'a vu bien souvent, il y a une forme de protection et puis il y a des entreprises qui viennent, qui désossent l'entreprise et qui repartent. Et là, vous apporterez des garanties. Je n'hésite pas à employer ce terme de protection. Le ministre de l'économie et des finances est là aussi pour protéger un certain nombre de technologies, pour protéger les intérêts économiques des Français et pour garantir que des technologies sensibles ne passent pas sous contrôle étranger. C'est aussi sa responsabilité. Protéger, si on revient à l'environnement, ça veut dire aussi... Ça ne vous fait pas peur, la souveraineté. Mais c'est pas que ça me fait peur, c'est que c'est un de mes combats. Enfin, quand je me bats, par exemple, pour que Facebook abandonne son projet de monnaie digitale privée, Libra, dont le cours aurait été adossé sur l'euro et sur le dollar. Ce qui veut dire qu'avec les 2,7 milliards de consommateurs de Facebook, de clients de Facebook, il aurait suffi que Facebook change la valeur de son portefeuille pour que le cours de l'euro soit modifié. Notre politique monétaire ne doit pas dépendre de Facebook. Elle doit dépendre de la Banque Centrale Européenne et de Christine Lagarde, pas d'une entreprise privée. Je me suis opposé à Libra pour protéger notre souveraineté, je n'hésite pas à employer ce terme, notre souveraineté monétaire. Et je le ferai sur tous les autres sujets. Sur les GAFA, je crois à la souveraineté. Votre bras de fer contre les GAFA. Mais nous le gagnerons, ce bras de fer, parce que c'est un bras de fer de justice. C'est pas si évident que ça, puisque les Américains, eux aussi... Tous les géants du numérique, qu'ils soient américains, chinois ou européens, ça ne vise pas du tout spécifiquement les géants du numérique américains. Je trouve qu'ils sont plus nombreux, mais ça concerne aussi des entreprises européennes ou des entreprises chinoises. Nous voulons que ces géants du numérique payent le même montant d'impôts que n'importe quelle PME qui se trouve à Brive-la-Gaillarde ou ailleurs. C'est une question de justice. Alors, les Américains nous ont menacés de sanctions. On va dire avec 100% de sanctions sur le vin. Pour nos auditeurs viticulteurs qui nous écoutent, ils savent ce que ça aurait représenté. Donc, nous avons conclu un armistice avec les Américains, cessez-le-feu, et je leur ai dit, nous allons reporter le paiement de la taxe. Les entreprises auraient dû payer en avril de cette année, c'est-à-dire d'ici 2 mois. Nous leur donnons jusqu'à décembre pour payer. Et dans l'intervalle, on va essayer de trouver une solution à l'OCDE qui soit une solution internationale. Je pense qu'il est bien préférable qu'il y ait une solution internationale plutôt qu'une multiplication de taxes nationales sur les géants du digital. C'est l'argument que j'avance auprès de nos amis américains. Après, on va se retrouver en décembre. Soit il y a une solution internationale, elle sera appliquée, soit il y a un échec de cette négociation internationale à l'OCDE et les entreprises du numérique paieront leurs taxes nationales. En tout état de cause, vous le voyez, les gens du numérique en 2020 paieront une taxe. Oui, Bruno Le Maire, dernier chapitre. Emmanuel Macron devrait présenter dans les jours qui viennent un plan de lutte contre le séparatisme. D'ailleurs, on ne parle plus de communautarisme, on parle de séparatisme. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce plan ? Parce que la République n'est pas respectée dans certains quartiers. Quand je vous parle d'unité de la nation, je pense que c'est un des combats les plus importants que nous avons devant nous. C'est retrouver un projet collectif.
Ce projet collectif, je pense qu'il peut tourner justement autour de l'environnement, du respect de la planète, de la biodiversité. Ouais. Rassembler la nation française plutôt que d'avoir des oppositions permanentes entre les uns et les autres. Et lutter contre tous ceux qui ont décidé de livrer la guerre à la République, à l'unité de la nation, comme par exemple l'islam politique, dont je dis depuis des années qu'il gangrène la nation française. Oui, mais alors comment L'islam faire ? politique, c'est quoi ? C'est absolument l'opposé de ce que peut être une pratique religieuse acceptable. Ça n'a rien à voir avec la pratique de l'islam telle que la pratique des millions de musulmans qui le font sereinement. C'est un projet politique de destruction de nos valeurs culturelles et de destruction de la République. Il doit être combattu à tous les instants, à la fois... Parfois les politiques aussi locaux qui font du clientélisme. J'ai vu effectivement Oui. les analyses sur certains comportements locaux. Moi, je crois que le vrai combat Jean-Christophe Lagarde qui est cité. Fondamentalement Oui. culturel. Oui. C'est en réaffirmant la culture française, Oui. en réaffirmant l'égalité entre les femmes et les hommes, en réaffirmant la mémoire de notre nation, l'histoire de notre nation, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, Oui. qu'on combattra l'islam politique. L'islam politique n'a pas sa place Oui. dans la société française et dans la nation française. Il est temps Toutes qu'Emmanuel les Macron religions- prenne la parole sur ce sujet, parce que ça fait un petit bout de temps. Ce sera à lui Oui. de le décider. Oui, Ce sera à lui de savoir quand est-ce qu'il veut prendre la parole sur ce sujet. Ce combat contre l'islam politique, je le livre depuis des années, parce que je pense que c'est un combat pour la nation et pour notre culture. Oui, vous ne vous étiez pas prononcé, Bruno Le Maire. Vous étiez mis là ou pas ? J'aime pas tellement qu'on me mette dans des cases, je suis mis là ou je suis pas mis là. Oui, mais quand même, Mais cette affaire. je vais vous dire ce que je pense de cette affaire. Oui. La liberté d'expression ne se négocie pas en France. Est-ce que j'aime ce genre de propos à l'emporte-pièce sur les religions ? Non. Que ça touche l'islam, que ça touche le catholicisme, que ça touche la religion juive. Je n'aime pas ce genre de propos, parce que je pense que ce sont des propos qui blessent. Est-ce que, pour autant, je condamne cette jeune fille ? Certainement pas. Est-ce que j'estime qu'il faut mettre des restrictions à cette liberté d'expression ? Encore moins. Et je vais vous dire le problème de l'affaire Mila, c'est qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle n'aurait jamais dû soulever ces torrents de haine et de violence. Elle n'aurait jamais dû provoquer ces menaces contre ces jeunes filles. Et que dans la nation française, qui est la nation des Lumières, qui est la nation de la liberté d'expression, une jeune fille, parce qu'elle a tenu des propos déplacés, puisse être menacée. Parce qu'elle avait été attaquée. Puisse être menacée, Ouais. puisse être attaquée. Ouais. Ça me préoccupe profondément. Et je pense que tous les citoyens français, sans exception, devraient prendre sa défense. Parce qu'à travers elle, ils prendraient la défense de la liberté d'expression, de la France des Lumières et de la République. Merci Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, était l'invité ce matin de Sud Radio. On va débriefer d'ailleurs Oui. dans un quart d'heure dans le petit déjeuner de l'actualité avec Éric Revel qui sera avec nous, Elisabeth Bilger. Lévy et Philippe Bilger, bien Restez sûr. avec nous, 9h29, c'est le Grand Matin Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Le Grand Matin Sud Radio.